Bienvenue à l'atelier Pandémie et crise sanitaire, un atelier au cours duquel nos panélistes vont partager leur expérience en matière de gestion d'épidémie et réfléchir sur la collaboration entre les scientifiques, les membres des gouvernements et la société civile. Les panélistes sont Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique COVID-19 de la France, Cécile Tremblay, médecin microbiologiste au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et professeure titulaire au département de microbiologie, immunologie et infectiologie de l'Université de Montréal. Francine Ntoumi, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Accueillez la modératrice de l'atelier, Claire Trottier, membre du comité administratif de la Fondation Trottier. Merci beaucoup et bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous et d'être la modératrice pour le panel d'aujourd'hui. Alors, nous parlons depuis plusieurs jours déjà à la conférence au sujet, évidemment, de la pandémie que nous vivons toujours. Et je suis vraiment curieuse de savoir, de votre perspective et dans vos expériences, quelle place ont pris les sciences dans l'influence des politiques publiques lors de la pandémie et quelles leçons tirez-vous de cette expérience-là? Peut-être qu'on peut commencer par vous, Jean-François. Bonjour à tous, bonjour à Cécile que je n'avais pas vue depuis longtemps. Jean-François Delfraissy, je suis médecin immunologie, j'ai longtemps travaillé sur le VIH-Sida et je dirige également le comité d'éthique en France. La France a nommé, le président Macron a nommé début mars 2020 un comité scientifique, c'est-à-dire une nouvelle structure pour l'aider, l'éclairer sur les enjeux scientifiques et l'éclairer sur les décisions à prendre vis-à-vis du Covid. C'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire à une crise, constitution d'un nouveau comité. Il peut y avoir une discussion autour de ça et somme toute, on aurait pu s'appuyer sur des agences sanitaires déjà existantes en France, comme le Haut Comité de Santé publique France, et on aurait pu avoir une réunion, par exemple, des différents directeurs et présidents. Pour différentes raisons, il a été finalement décidé d'avoir une institution qui n'est justement pas une institution, qui est un comité d'experts scientifiques totalement autonome vis-à-vis du gouvernement, qui peut répondre aux questions des autorités de santé au niveau à la fois du Premier ministre et du Président de la République française, mais qui peut aussi s'autosaisir et émettre des avis sur des questions qui ne m'ont pas été posées. Donc, ce comité est composé d'une 16 personnes. Il est multidisciplinaire, j'avais souhaité qu'il le soit. Le choix des membres a été fait en partie par moi quand j'ai été nommé président de ce conseil scientifique et par le ministre de la Santé de l'époque. Il comporte bien sûr des virologues, des spécialistes de maladies infectieuses, mais aussi un spécialiste de politique publique, une anthropologue, un représentant de la société civile, un spécialiste de gériatrie et quelqu'un de One Health dans un deuxième temps qui est arrivé avec une formation de vétérinaire. Nos avis sont publics. Ils sont parfois décalés. Nos avis sont pour le gouvernement, mais j'ai souhaité également qu'ils soient pour nos concitoyens. Et donc, ces avis sont rendus publics, donnés d'abord au gouvernement. Souvent, il y a une phase de quelques jours où le gouvernement les lit, s'appuie et prend un certain nombre de décisions, surtout quand il y a une commande, entre guillemets, que ce n'était pas une autosaisine, mais ils sont rendus publics. Et donc, ça fait partie, je dirais, d'une certaine forme de clarté par rapport aux concitoyens. Alors, en France, on a eu 4 phases au cours de Covid. On est dans la 4e vague, qui est liée au variant Delta. Et on a été amené on s'est réunis de façon très fréquente de ce comité scientifique. On aura demain notre 255e réunion du comité scientifique depuis le début de la crise. C'est le même comité. Personne n'a démissionné. On est resté extrêmement unis, extrêmement forts autour de cela. Alors, les premières réflexions que j'ai à donner, c'est d'abord, c'est un comité qui est multidisciplinaire et où chacun, je dirais, va construire sa décision
en écoutant l'autre. Hein. C'est un exercice d'intelligence collective qui se fait. Par exemple, on a des épidémiologistes et des modélisateurs d'Institut Pasteur qui nous ont beaucoup aidés sur les projections qu'on pouvait faire, mais ils sont soumis à la pression d'une réanimatrice qui leur dit « Écoutez, ça ne se passe pas du tout comme ça dans la vie en vrai », ou d'un médecin et infectiologue et directeur de l'agence de recherche de la NRS MIE, Yazdan Pana, qui a également un service à faire tourner tous les matins et qui a la réalité du terrain. Donc, c'est très ancré dans un mélange à la fois sur les données du terrain et bien sûr sur des concepts plus théoriques. Moi, dans les relations il y a deux types de relations, les relations avec les politiques, les relations avec les médias. Les relations avec les politiques, je retire 4 idées fortes. D'une part, la culture scientifique n'est pas une culture généralement bien connue des décideurs politiques français. Les décideurs politiques français passent par une grande école qui s'appelle l'École nationale d'administration, l'ENA, qui n'a pas de composante scientifique, et ils deviennent ensuite politiques, hauts fonctionnaires, directeurs de cabinet, mais ils n'ont pas de formation scientifique intrinsèque. Donc, dans les relations que peut avoir la science et la médecine avec eux, que j'avais déjà eu à l'occasion du VIH, mais pas du tout dans cette proportion-là, il y a un problème de culture qui n'est pas tout à fait la même et de formation qui n'est pas tout à fait la même. C'est un problème qui est assez proche, assez, je dirais, particulier pour la France, puisque l'immense majorité de nos décideurs sortent de l'École nationale d'administration. Le deuxième point, c'est que la notion du temps n'est pas la même. Le temps pour la science, il faut du temps pour construire, pour trouver des vaccins, pour élaborer de nouvelles molécules contre le Covid. Et la notion du temps sur les médias, c'est quelques heures. La notion du temps des politiques, c'est quelques jours. Et la notion du temps chez les scientifiques, c'est plusieurs mois. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre qu'on ne pourra pas avoir de médicaments comme ça et qu'il faudra plusieurs mois et plutôt autour de 18 mois? Je rappelle qu'on a mis 12 ans pour le VIH, qu'on a mis 7 ans pour l'hépatite C, qu'on a mis 18 mois pour le vaccin contre Ebola, et que là, on a des vaccins efficaces en 6-8 mois, et qu'on va probablement avoir les premiers médicaments anti-Covid dirigés spécifiquement contre le virus, si on les a, et qu'on les aura d'ici la fin de l'année. Donc, la notion du temps est importante. La deuxième notion, c'est la notion du doute. La science avance si on doute. Le scientifique doit douter. Bien sûr que le médecin doit décider à un moment donné, mais il doit lui-même douter. Hein, ça fait partie intrinsèque de notre construction intellectuelle. Le politique ne doute pas. Le politique attend, il est là pour prendre des décisions, c'est lui qui décide. Il n'y a absolument pas de transfert de pouvoir. On a parlé de pouvoir médical, c'est faux. C'est bien le politique dans une des grandes démocraties comme la nôtre qui décide. Mais il n'a pas cette notion du doute. Et il a du mal à comprendre que le scientifique doute. Il a du mal à comprendre que la science sur le Covid, elle s'est faite avec 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et que la science, elle s'est construite sur du sable au début. Hein. On ne savait rien, ou on savait très peu de choses. Et donc, cette notion de l'humilité qui m'apparaît fondamentale pour le médecin et le scientifique n'est pas une notion qui est en général celle de nos politiques. La troisième notion, c'est la notion, et je terminerai là-dessus, de l'anticipation. C'est difficile à faire comprendre, et ça a été difficile pendant longtemps, mais c'est maintenant parfaitement passé parmi nos politiques qui se sont très bien formés, y compris au plus haut niveau de l'État. La notion par exemple, quand dans l'arrivée après des contaminations, qu'on n'a pas affaire à une courbe directe, à une courbe numérique, mais qu'on a une courbe exponentielle. Et que le piège d'une courbe exponentielle, c'est que c'est très bas pendant longtemps, et puis tout d'un coup, ça file. Bon. Et c'est typiquement ce qui se passe avec le Covid, et donc ça, le faire comprendre que d'anticiper plusieurs semaines avant pour prendre des décisions, pour éviter qu'on se laisse dépasser par le nombre de contaminations et donc par l'impact sur le système de soins, il nous a fallu 2-3 vagues pour arriver à bien leur faire comprendre et à anticiper. Maintenant, ils anticipent. Hein. On l'a vu, par exemple, lors de la 4e vague sur le Delta, eh bien, il a suffi de leur donner les informations sur ce qu'était les capacités de ce virus Delta, de variant Delta,
pour qu'il y ait des mesures qui soient immédiatement prises en compte. Donc, mais cette notion de l'anticipation ou de la non-anticipation est un point, moi, qui m'a frappé. Puis le dernier point, c'est l'agenda. Les scientifiques ont un agenda qui est leur, et les politiques ont un agenda. Parce que, évidemment, une crise sanitaire est une crise qui devient très vite sociétale, économique, on l'a bien vu au plan international, mais aussi politique, mais dans un temps où il y a des élections, dans un temps où eux-mêmes sont renouvelés, ou en tout cas une partie de la classe politique est renouvelée. C'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai on le voit bien. Et l'agenda politique n'est pas forcément celui de l'agenda sanitaire. Alors tout ceci veut dire qu'en France, en tant que président du comité scientifique, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a eu finalement des politiques qui ont parfaitement compris, même si on n'a pas toujours été d'accord, hein, et c'est normal qu'on ne soit pas d'accord, mais qui ont parfaitement compris les enjeux sanitaires, mais aussi des décisions politiques qu'ils avaient à prendre, qui n'étaient pas que sanitaires et qui étaient économiques. Et tout ceci s'est fait dans un contexte, je dirais, de compréhension et de respect mutuel, ce qui n'a pas été toujours le cas dans d'autres grands pays que je ne citerai pas. Donc la relation que nous avons eue en France et que nous continuons d'avoir, elle se fait dans des conditions qui sont bonnes. Après, il faudra tirer quelques leçons de est-ce que le modèle de construction de comité scientifique tel qu'il a été construit et qui existe à peu près partout dans les grands pays européens, et vous l'avez dans une certaine mesure ici au Canada, est-il le bon modèle? Ou est-ce qu'il faut qu'on aille vers un modèle plus comme le vôtre de milieu anglo-saxon avec le Chief Medical Officer, ce que nous n'avons pas en France, hein, avec cette structure relativement indépendante? Ben, je suis en train de commencer à y réfléchir pour l'avenir et faire des propositions de meilleures réponses à la crise et d'en tirer des leçons. Voilà, donc en France, la 4e vague est en cours, elle n'est pas finie. Là aussi, le politique pensait que tout était fini début d'été, elle est loin d'être finie. On est avec un modèle de vaccination qui tourne à peu près. On a une rentrée des classes qui vient de se faire aujourd'hui, et donc nous attendons un brassage de population et un brassage des enfants, et avec de nouveau une situation difficile fin septembre. On a par contre une situation extrêmement difficile au plan humain, sanitaire et même éthique dans les départements français d'outre-mer, et en particulier dans les Antilles, mais pas seulement, et qui montre bien l'extrême difficulté de la gestion de ces variants. Après, bien, 2022 sera autre chose, mais on aura peut-être le temps d'en parler à la fin. Donc voilà mes premières réactions à chaud. Merci. Alors, vous avez partagé des réflexions très intéressantes et on a appris beaucoup sur le modèle de la France et les différentes instances qui ont été créées et les différentes leçons aussi à tirer. Alors, merci beaucoup. Je passerai la parole maintenant à Francine pour partager ses réflexions sur l'influence de la science dans la prise de décision. Bon après-midi et bonjour à tous les autres panélistes. Donc, merci de m'avoir invité à participer et à présenter un point de vue depuis l'Afrique centrale, donc depuis Brazzaville. Et donc, je suis biologiste moléculaire de formation sur les maladies infectieuses. Et donc, je dirige la Fondation congolaise pour la recherche médicale, mais je suis aussi enseignante en immunologie à l'université et membre du comité des experts. Alors, comme l'a dit Jean-François Delfraissy, en République du Congo et dans beaucoup de pays en Afrique, un comité des experts ou comité scientifique, les comités ont été mis en place pour pouvoir apporter, donc aider à la décision de nos politiques. Alors nous, c'est très intéressant parce qu'un pays comme la France, il y a une culture quand même, il y a une culture scientifique qui est là. Nous, c'est la situation un petit peu différente parce que la science, les chercheurs dans nos pays sont généralement oubliés, les décisions ne sont pas prises, ne sont pas basées sur l'évidence généralement, ou en tous les cas l'évidence qui provient des scientifiques locaux. Donc là, c'était une expérience très intéressante pour nous. Et
Donc, nous apportons, nous répondons à des saisines, nous apportons notre point de vue, mais là aussi, c'est une histoire presque à construire parce que nos politiques, malgré tout, comme l'a très bien dit Jean-François Delfraissy, ont leur propre agenda. Et surtout, n'ont pas, vu qu'il n'y a pas de culture scientifique, vu que dans nos pays, la plupart des pays africains ne donnent pas plus de 2% ou atteignent très difficilement 2% du produit national brut pour la recherche. Ce qui fait que là, pour la première fois, dans beaucoup de pays, ils se sont rendus compte de l'importance de la recherche, du besoin de soutenir les chercheurs. L'année dernière, quand toutes les frontières ont été fermées, il fallait regarder ce que les pays, chacun était capable de faire. Et ici, au Congo-Brazzaville, comme dans d'autres pays, il fallait faire cette fameuse PCR, qui est justement un outil de biologie moléculaire. Et je suis biologiste moléculaire et j'ai créé le premier laboratoire de biologie moléculaire de l'université Mariangouabi, qui était la seule université publique, et ça a été très difficile. C'était très difficile parce que ce n'était pas quelque chose d'important. L'infrastructure pour un laboratoire n'était pas quelque chose d'important. Et là, ils ont réalisé. De ce point de vue, en tant que scientifique, j'étais heureuse parce qu'on pouvait enfin montrer l'importance de la science, c'est pour moi l'importance de la biologie moléculaire, qui est un outil tellement transversal aujourd'hui. Donc, les laboratoires ont apporté leur contribution dans le diagnostic. Et ce qui est très intéressant en Afrique, c'est que 81% des laboratoires qui font du séquençage, qui font de la biologie moléculaire, sont des laboratoires privés. Parce que ce sont eux, des laboratoires de recherche qui, eux, ont la capacité d'attirer des fonds à l'extérieur. Donc là, on a vu l'importance du capacity building, du renforcement des capacités et de la collaboration nord-sud. Donc ça, c'était un point très important. Et puis, dans la parole politique, la parole scientifique a été mise à mal. Les scientifiques africains n'ont pas eu beaucoup la parole, déjà parce que justement la parole a été monopolisée, détournée par nos politiques. On a eu un grand débat par exemple sur le Covid organique, ce traitement traditionnel venant des scientifiques ne pouvait pas apporter leur savoir parce que nos politiques décidaient de ce qui marchait. La science n'a pas sa contribution. Donc, il y a eu vraiment un long moment où les scientifiques devaient pratiquement faire profil bas et laisser les politiques dire leur point de vue sur la science. Donc, maintenant, les choses sont revenus à la normale, j'espère, et le dialogue est apaisé. Il n'y a plus d'opposition entre ceux qui défendent les traitements traditionnels qui devaient ou qui guérissaient de la Covid et les traitements dits conventionnels pas bons. Voilà. Maintenant, les choses sont un peu plus apaisées et il y a la vaccination qui arrive. La vaccination, nouveau débat, là aussi, où les scientifiques africains pas assez mis à contribuer. Et les tâtonnements dont parlait Jean-François Delfraissy, à savoir le doute, qu'en tant que scientifique, les doutes, on ne peut pas dire oui, non. Et cela, avec la société civile, c'est difficile d'expliquer, surtout que chez nous, nous sommes très dépendants des médias internationaux et la population est suit ce que les réseaux sociaux disent, ce qui fait que là aussi, il était difficile, la parole scientifique était peu entendue.
Voilà. Et pour finir, dans les leçons à tirer, en tant que scientifique africain, j'espère que la leçon qu'on a tirée, c'est qu'il faut investir dans la science, il faut un minimum de capacité pour pouvoir répondre aux besoins du pays. J'espère que c'est une leçon que nos politiques ont compris. Et la plus belle leçon pour moi a été donnée par l'Afrique du Sud, pour l'Afrique, parce que toute la réponse à la pandémie en Afrique du Sud, le président a pris ses décisions basées sur les recommandations, sur les avis des scientifiques sud-africains. Il y a eu une très, très bonne collaboration et pour nous, j'espère que nos dirigeants africains vont vraiment s'inspirer de cet exemple. Voilà, pour le moment. Merci. Merci beaucoup d'avoir fait le tour de votre expérience en Afrique centrale et les défis que vous avez vécus. Je tourne la parole à vous, Cécile, pour poursuivre la conversation. Alors, bonjour à tous. Merci à Rémi Quirion et aux organisateurs de l'invitation. Bonjour Jean-François. On s'ennuie de nos conférences sur le VIH/SIDA en présentiel. J'ajoute ce mot-là pour faire une observation que dans nos pays, en général les pays d'Amérique et en Europe, je pense que ça a été la même chose, les équipes de recherche qui se sont rapidement penchées sur la COVID, c'était les équipes de recherche clinique et fondamentale qui travaillaient sur le VIH. Et j'amène ce point-là pour souligner l'importance, on parlait de pérennisation des efforts de conseils scientifiques. Ça ne peut arriver que si on a des infrastructures de recherche solides, bien financées, stables dans le temps et qui peuvent permettre à des chercheurs de rapidement se mobiliser d'un sujet à l'autre, qui est des sujets cousins, là, disons, et donc répondre rapidement à des crises. Donc, la préparation à une pandémie, ça ne se fait pas en un mois, ça se fait, la qualité de la réponse, finalement, elle est totalement dépendante de la qualité de l'infrastructure, de la science qui est en place et qui alimente finalement quotidiennement et hebdomadairement les réflexions du public. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a frappée. Donc, l'utilité de cette versatilité-là du corps scientifique pour s'adapter rapidement à une situation. Au Canada, on a la chance d'avoir les instituts de recherche en santé du Canada, les fonds de recherche en santé du Québec qui financent cette recherche-là, mais jamais assez à notre goût, bien entendu, mais qui montre l'importance d'avoir quelque chose de stable dans le temps. En autant que l'on parlait des équipes de conseils scientifiques qui doivent être pérennisées, il n'y a pas de conseil scientifique s'il n'y a pas de science, alors il faut être très conscient de ça. Deux autres choses qui m'ont frappée dans le cadre de cette pandémie-là, on vit dans des sociétés maintenant où la communication est immédiate, où les attentes des gens, autant des décideurs politiques que de la population, c'est d'avoir des réponses immédiates à leurs questions. On est dans la gratification immédiate, on veut quelque chose, on va sur Google, on le trouve, c'est pas toujours vrai, mais on veut avoir la réponse immédiate. Or, ça a des avantages et ça complexifie la situation. Les avantages, c'est qu'on peut, avec ces outils de communication-là, avoir un partage beaucoup plus rapide de l'information. Je me suis amusée à faire une petite recherche PubMed hier. En 38 ans sur le VIH/SIDA, il y a eu 499 211 publications scientifiques. En 2 ans sur la COVID, il y a eu 169 277 publications. En 1 an, la première année du VIH, il y a eu 1249 publications. En 1 an de la COVID, il y a eu 90 491 publications. Donc, ce que ça me dit, ça, c'est que d'une part, il y a la beauté d'avoir la capacité de s'exprimer rapidement, de développer du contenu scientifique rapide et de le partager. Donc, cet esprit de collégialité-là est important. Mais il y a aussi, je ne peux pas croire qu'en tant que scientifique, que sur 169 277 articles, ils sont tous de qualité équivalente.
Donc, ça exige de la part de la communauté scientifique d'être critique, humble, comme le disait Jean-François, par rapport à ce que l'on produit et être capable de transmettre cette humilité-là et cette incertitude à la fois aux décideurs politiques et à la fois à la population. C'est la capacité de communiquer l'incertitude qui augmente notre crédibilité. Si on pense à la question des masques en début de pandémie, la science n'était pas encore au rendez-vous. On n'avait pas encore toutes les données probantes pour nous permettre d'avoir un jugement complet sur la question des masques dans la population générale. Bien sûr, on avait tout à fait la science pour justifier les masques dans les milieux hospitaliers et autres. Mais la difficulté a été de transmettre cette incertitude-là et quand la position a changé, on a mal expliqué les changements de position. Puis, si on est capable d'éduquer le grand public, d'éduquer les décideurs politiques sur que la science n'est pas équivalente à la vérité absolue, mais la science est le reflet de l'état des connaissances que l'on a à ce jour et qu'il y a des connaissances qui sont manquantes et que ça prend du temps pour les acquérir, je pense que ça augmente notre crédibilité et ça donne aux décideurs publics plus de latitude pour prendre des décisions éclairées et pas se sentir poussé dans un coin par rapport à telle ou telle décision. Et le dernier chapitre sur lequel moi j'ai été particulièrement impliquée dans la pandémie, ça a été l'éducation au grand public. Le conseil scientifique aux décideurs politiques n'est pas uniquement à l'intérieur des structures de conseils scientifiques, bien que ça en fasse partie et que ce soit une composante importante, mais les décideurs publics vont être très influencés par l'adhésion de la population à leurs décisions ou à leur manque de décision. Donc, l'éducation, la vulgarisation scientifique au grand public est aussi importante, à mon avis, que l'éducation directe aux politiciens, parce que ça permet finalement d'obtenir un consensus social et d'appuyer les décisions qui sont basées sur des données probantes. Donc, il y a un rôle très important de la communauté scientifique à faire cette éducation grand public. Je vais m'arrêter ici, puis on continuera tantôt. Merci beaucoup. C'est vrai que l'aspect aussi de communication envers le public est extrêmement important et vous avez touché aussi sur l'importance de l'humilité que Jean-François a aussi abordé dans ses mots au début. Je voulais rebondir un peu là-dessus, peut-être faire un suivi avec vous, Jean-François. Cécile vient de mentionner comme le volume incroyable des données, des publications qui sont sorties sur la COVID dans les derniers 18 mois, de différentes disciplines aussi. Vous avez parlé de votre comité multidisciplinaire. J'aimerais savoir un peu comment vous avez intégré les connaissances des différentes disciplines à travers le temps, quels ont été les bons coups et avez-vous des leçons à tirer de la façon que les données de différentes perspectives scientifiques, évidemment médicales, sciences sociales, le génie aussi a des choses à dire sur certains enjeux. Alors, je laisse la parole à vous. Écoutez, on a essayé, ça a été difficile hein, parce qu'en raison du nombre de publications, je reviendrai sur la notion de publication dans le Covid. Alors, chaque membre du conseil scientifique faisait partie d'une communauté, les virologues, les infectiologues, les réanimateurs, et était une sorte de tête de pont faisant remonter de la communauté les informations qu'elle pouvait avoir. Donc, ça permettait de ramasser au fur et à mesure, même chose pour les sciences humaines et sociales ou sur les modélisateurs, par exemple. Donc, ça nous permet de faire remonter un certain nombre d'informations. Après, on s'est appuyé sur... nous avons en France une agence de recherche qui était initialement une agence de recherche sur le sida et les hépatites virales que j'avais dirigée à une époque, l'ANRS, et qui, depuis maintenant quelques années, on avait fait évoluer pour qu'elle puisse être sous le nom de Reacting également, intégrer la recherche sur les maladies infectieuses émergentes. Et donc, il y avait un service de bibliographie qui nous préparait, entre guillemets, sélectionner un certain nombre de données.
Après, moi, probablement parce que voilà, je commence à être un vieux monsieur et il y a un aspect générationnel. Dans cette floraison, explosion de publications sur Covid, c'est pour moi un verre à moitié plein ou à moitié vide. À moitié plein, c'est bien sûr l'information passe très vite, elle est mise en ligne, mais je vous rappelle que pour l'immense majorité de ces publications, elles ne sont pas publiées, elles ne sont pas vues par les pairs, elles ne passent pas par un comité scientifique et un peer reviewing des pairs. Donc, c'est totalement différent de ce que j'ai vécu pendant toute ma carrière universitaire. Ou pour faire passer, ça reste vrai quand même, pour faire passer un papier dans des très grandes revues, soit de Basic Science, soit de clinique, eh bien, il y a un peer review. Là, on est passé avec quelque chose où on mettait en ligne quelque chose qui valait ce que ça valait, dont certains étaient de très bons papiers, et dont d'autres se sont avérés totalement faux. Donc il y a, je pense, quand même, certains sortent de là en disant c'est merveilleux, l'information est très vite passée. Moi, je suis de formation et que la communauté scientifique a à s'interroger en période de crise de ce type si la nature, la qualité de ce qui est publié est à la hauteur des attentes. Voilà. Le deuxième point, mais rapidement, puisque j'ai la parole, c'est bon, Cécile évoquait finalement le passé qu'on a tous, et Francine est aussi issue de ce milieu-là, du VIH, qui s'est adapté à ces crises émergentes. Alors, c'est vrai, et pourtant le VIH, à la fois au niveau recherche et au niveau de la place des citoyens, s'est construite sur ce qu'on appelle la démocratie en santé, que vous avez en particulier au Canada, sur ce trio où il y a la science et l'avis des experts, le décideur politique et aussi l'avis du citoyen. Et nos démocraties, nos grandes démocraties, dans cette crise sanitaire majeure qu'a été le Covid, l'avis du citoyen a été assez peu demandé, disons-le. On a fait beaucoup du top-down. Moi, c'est un de mes regrets de ne pas avoir suffisamment fait passer ce message à nos politiques français, que pour répondre à ces crises, il faut s'appuyer sur la confiance vis-à-vis des politiques, la confiance vis-à-vis des scientifiques, et qu'on sort de là avec quand même un certain nombre de points d'interrogation de la part des citoyens autour d'un manque de confiance. Et ça se construit. La confiance, elle n'existe pas d'emblée, elle se construit au fur et à mesure. Donc c'est le regret que j'ai, que nous n'ayons pas été suffisamment actifs pour appuyer la démocratie sanitaire, la démocratie en santé, y compris en période de crise sanitaire. Merci. Alors, vous avez parlé un peu de vos expériences aussi par rapport au VIH et vous trois, vous avez sûrement travaillé sur ces enjeux-là. Je suis curieuse de se tourner un peu vers l'avenir et réfléchir un peu à d'autres grands défis dans le domaine de la santé qu'on pourrait voir dans le futur et quels sont les grands défis que vous voyez dans le domaine de la santé où les données probantes et la science auraient un impact sur les décisions publiques. Je me tourne à vous, Francine. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai surtout travaillé sur le paludisme. Pour répondre à votre question, justement, cette crise sanitaire, évidemment, m'a interpellée et je ne suis pas une virologue du tout, je travaillais plus sur les parasites et je me suis retrouvée à travailler sur SARS-CoV-2. Donc, dans les défis, en termes de futur, je vois le paludisme, avec mon regard d'Afrique, c'est une très ancienne maladie et qui a beaucoup tué, qui depuis quelques années tue un petit peu moins, mais avec l'impact
l'impact de la Covid risque de nous faire reculer peut-être de 10 années en arrière dans le nombre de morts. Et donc, pour moi, là, je vois un grand défi que l'humanité, parce que ce n'est pas qu'un problème des pays du Sud, que l'humanité doit relever. Et je pense que, pour moi, la Covid, en termes de leçons aussi, a montré justement cette communication, mais cette coopération a permis d'aller vite. Et c'est très important et c'est très bien. Et il faudrait peut-être qu'on s'en inspire pour relever, pour moi, ce défi qui est important, qui est d'éradiquer cette maladie qui peut être éradiquée, bien entendu, avec la science. En exemple, on sait très bien que les moustiques, le paludisme est causé par un moustique qui infecte donc l'humain en transmettant ce parasite. On sait très bien qu'en manipulant génétiquement les moustiques, aujourd'hui on le sait, on peut faire des moustiques qui ne transmettent plus la maladie et donc la science peut aider à éradiquer cette maladie. Et donc, il faut que les scientifiques, africains en particulier, se penchent, parce que ça les concerne en premier, et utilisent cette science justement pour pouvoir résoudre ce problème. Avec le CRISPR-Cas9, l'édition du génome montre des perspectives extrêmement importantes, mais là, c'est à la science, c'est aux scientifiques de s'emparer de ces nouveaux outils pour pouvoir relever ce défi. Selon les zoonoses, on voit Ebola, chikungunya et bien d'autres maladies viennent du passage de virus de l'animal à l'homme et qui deviennent plus infectieux, etc. On sait que l'Afrique centrale, en particulier avec notre écosystème, héberge un bon nombre, Monsieur Delfrécy connaît ce monde-là beaucoup mieux que moi, et on sait qu'il y aura d'autres épidémies qui vont se passer. Donc comment on se prépare? Là, la deuxième panéliste l'a très bien dit, à savoir qu'on se prépare aux épidémies quand les épidémies ne sont pas là. Donc c'est maintenant qu'il faut se préparer aux futures épidémies, pendant même qu'on se prépare, qu'on est encore en train de répondre à la Covid. Voilà. Donc pour moi, les grands défis sont là. Les deux grands défis, évidemment, il y en a d'autres avec les changements climatiques et l'impact sur l'écosystème et sur les virus et sur les pathogènes, évidemment, sont des défis que la science doit relever absolument. Voilà. Merci. Merci. Et aussi, en regardant vers le futur, Cécile, on parle souvent du triangle, comme on a décrit, entre les décideurs, la science et le public. Quelles sont les leçons pour vous pour améliorer la place que la science prend dans les décisions, mais aussi chez le public pour des crises futures? Les leçons, pour moi, c'est de continuer ce qui a été amorcé pendant cette pandémie-là, c'est-à-dire avoir des voix, que les scientifiques soient présents sur la scène publique, qu'il y ait possiblement des réseaux de communicateurs qui se créent. Je pense que c'est une question de culture, hein, d'intégrer la culture scientifique dans la culture quotidienne là, de la population en général. Puis je pense qu'on a bien amorcé les choses, puis il faut continuer de cette façon-là. J'aimerais revenir sur la question antérieure que vous avez posée, parce qu'il y avait quand même deux sujets qui m'interpellent, qui est la question de la crise des opiacés, puis la question de la santé mentale. Ce sont deux champs qui sont très, très, très affectés par l'émotivité quand on parle de ces sujets-là, par la question de valeur morale, de perception du grand public. Et à mon avis, la présence scientifique n'est pas nécessairement suffisante. Et si on pouvait la rendre plus présente dans ces champs
de santé-là, je pense qu'on pourrait, en ayant une approche multidisciplinaire, ce qui est absolument important pour ces problématiques de santé-là, je pense qu'on avancerait à la fois dans la communication avec le grand public et dans la résolution de ces crises de santé-là qui peuvent être résolues parce qu'on a des outils puis on a des méthodes, mais il y a une hésitation à les mettre en place à cause de valeurs sociétales. Donc, la communication scientifique au grand public et aux décideurs publics, elle doit être intégrée à toutes ces facettes-là là, des problèmes de santé qui vont émerger là, au cours des prochaines années. Oui, vous touchez sur un enjeu très important qu'on n'a pas abordé nécessairement beaucoup, la question des valeurs qui peuvent amener certaines questions chez le public. Mais Francine y a touché un peu dans ses commentaires au tout début avec un peu la place que la science prend dans la société, dans les médias en Afrique centrale. Quel a été le rôle des scientifiques sur la place publique en Afrique centrale et avez-vous des leçons à tirer là-dessus pour l'avenir? Oui, absolument. L'année dernière, on va dire les 8 premiers mois, nous nous sommes très peu exprimés parce que, en fait, les frontières fermées, tout était complètement, on gérait l'urgence. Et puis, il y avait des débats, si vous vous souvenez, l'hydroxychloroquine et bon. Donc, les scientifiques se sont peu exprimés parce que malheureusement, comme la discussion était prise en otage par les complotistes, il y a eu donc la théorie du complot, l'hydroxychloroquine fonctionne, et donc on ne veut pas que les petits Africains se soignent. Donc c'est un climat extrêmement difficile qui mélangeait, comme l'a très bien, où les valeurs, où l'histoire, l'opposition, le colonialisme, enfin plein de notions ont été mises dedans, et donc la parole, la voix scientifique n'avait pas de crédit, n'était pas entendue, n'était pas audible. Et puis, les choses se sont apaisées et maintenant, de plus en plus, effectivement, nous faisons des émissions radio, des émissions de télévision, des journaux, des articles, excusez-moi, de vulgarisation où nous répondons aux questions de la population, des questions très simples, mais qui méritent des réponses. Donc, de plus en plus, les scientifiques africains répondent. Ensuite, j'oubliais, il y avait aussi, attention, il faut bien se rendre compte que l'Afrique n'a pas souffert autant que le Nord, pour le moment, de la Covid. Et là aussi, il y avait des questions scientifiques qui se posaient. La population voulait comprendre et veut comprendre pourquoi. Et là, jusqu'ici, les scientifiques africains n'ont pas apporté les réponses complètes. Je ne sais pas si elles existent, les réponses complètes, mais à ces questions. Et là, ce sont des questions de recherche, parce que, encore une fois, la réponse à cette épidémie nous permettra de mieux nous préparer pour les futures épidémies. Donc, et là aussi, comprendre nos sociétés qui refusent la vaccination. Là aussi, les anthropologues n'ont pas été assez engagés dans la discussion et avec les politiques et avec la société civile. Merci. Merci à vous. Alors, il nous reste seulement 2 minutes. Alors, pas beaucoup de temps pour permettre à chacun et chacune de contribuer. Mais peut-être que je laisserai la parole à Cécile pour terminer, si vous avez des réflexions peut-être sur la vaccination, sur la campagne de vaccination, et puis et justement la place que les perspectives peut-être pas basées sur la science prennent et comment les scientifiques peuvent travailler pour essayer d'amener ces gens-là de façon constructive et quelles sont les autres perspectives à amener à table pour convaincre les gens de se faire vacciner? En fait, au Québec, la campagne de vaccination a été un assez grand succès, je dirais, puis dans le reste du Canada aussi. Donc, il y a des choses qu'on a bien faites.
Il y a des choses qui ont bien été communiquées, entre autres sur l'efficacité des vaccins, sur la sécurité des vaccins. Puis ce qui a été la clé du succès, ça a été la transparence. Ça a été au fur et à mesure que des effets secondaires sont apparus, ils ont été dits au grand public, ils ont été expliqués et je pense que ça a contribué énormément. Le fait aussi d'avoir la présence de scientifiques sur la scène publique qui ont endossé et qui ont expliqué et répondu aux questions et l'approche de dire, si vous avez des questions, on va y répondre. Donc, de ne pas mettre tous les gens qui étaient incertains dans le camp des anti-vax, je pense que ça, c'est la clé du succès. Ceci dit, on arrive à un moment où parfois, il faut procéder à d'autres attitudes si on veut arriver à des taux significatifs. Donc, dans certains cas, on doit opter pour des vaccinations obligatoires. Donc, ça, c'est plus difficile à expliquer, mais je pense que ça se comprend. Puis avec le temps, les gens, finalement, adhèrent à ces positions-là. Merci beaucoup et merci à tous les panélistes pour vos contributions à la discussion d'aujourd'hui. Ça a été très, très intéressant et je vous remercie chacun et chacune. Merci à tous. Merci. Oui, un grand merci à nos panélistes et à notre modératrice de nous avoir donné autant de matière à réflexion. Soyez de retour après la pause pour 2 autres ateliers parallèles, développement durable, changement climatique et biodiversité et numérique et intelligence artificielle.